sur ce plateau spécial délocalisé dans la métropole économique du Bénin, nous sommes bien sûr à Cotonou au mois de décembre 2020. Cela coïncide bien entendu avec les fêtes de fin d'année. C'est bien entendu la dernière partie de votre émission, le duel du Nouvel An, qui s'ouvre ici avec comme invité Expérience TB, secrétaire général du parti Mouvement Populaire de Libération MPL. Vous êtes également le porte-parole du parti présidé par M. Sira Korogone. Merci et bienvenue. Nous avons également sur ce panel M. Oseni Moukaram. Bonjour et bienvenue. Vous êtes ancien maire de la ville de Porto-Novo. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que Porto-Novo, c'est la capitale du Bénin. Vous êtes également membre fondateur du parti Bloc Républicain, parti soutenant les actions du régime Talon. Par ailleurs, membre surtout du mouvement La Dynamique, une association, La Dynamique continue. Merci d'être présent. Enfin, un autre Joël sur ce plateau, Joël Lataï-Gadabé, bonjour. Bonjour, cher Romain. Vous êtes expert en gouvernance, président de l'association Nouvelle Éthique. Vous représentez sur ce plateau les acteurs de la société civile pour, bien entendu, décrypter les différents sujets au menu du débat. J'ouvre volontiers ce panel par ce qui fait l'actualité, le discours du chef de l'État. Vous aurez chacun une minute pour apprécier, tant dans la forme que dans le fond, ce discours. Je commence par vous, M. Oseni Moukaram. Que retenez-vous de ce discours fondamentalement prononcé devant les parlementaires? Merci Joël. Ce discours est un bon discours. Sur la forme, c'est court pour nous éviter la liste infernale de tout ce qu'on a pu réaliser pendant presque un mandat. C'est un discours bilan et le chef de l'État a bien fait de nous donner les grandes orientations, les grandes réalisation de son mandat, qui est en cours, qui finit dans quelques mois. C'est un discours qui présente quand même la situation de notre pays au moment où il a pris les rênes de l'État et les grandes modifications et surtout l'impact de ces grandes décisions au niveau du gouvernement sur la population et comment la population a pu s'adapter rapidement à ces mesures que beaucoup étaient sceptiques au départ. Ils disaient que ce qu'on avait aligné au niveau du PAG ne pourrait pas se réaliser. Je peux dire que la plupart des grands projets inscrits au PAG ont pu démarrer. D'autres ont été achevés, mais il y a d'autres projets qui ne sont pas impactés aujourd'hui, qui vont démarrer parce qu'il fallait faire beaucoup plus d'autres études, approfondir les études, planter le diagnostic et entamer les actions sur ces différents points. C'est par exemple l'éducation, où on a quand même pu déjà mettre en place le Conseil national de l'éducation qui va faire son travail de programmation et de planification pour attaquer ce volet-là. Mais je ne vais pas lister, je ne vais pas citer tout ce qui a été fait par ce régime-là. On vient de très loin. On vient de très loin et ce qui m'a, et le chef de l'État l'a également dit, c'est la manière dont on a pu quand même suivre les grandes décisions qui ont été lancées sur le pays. Mais ce que je peux résumer, ce que je peux dire, c'est que je me rends compte que on a quand même les mêmes acteurs qui étaient là avant 2016 et qui sont encore en pause ou dans certaines parties ou à certaines autres positions aujourd'hui, qui ont pu réussir avec le chef de l'État je ne dirais pas ce miracle, c'est-à-dire cette belle réalisation qu'on voit aujourd'hui. Sont les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'on pouvait le faire, mais il fallait quelqu'un qui impulse et qui donne la direction du chemin à parcourir. Je crois que les mêmes personnes ont pu faire le travail parce qu'il y a un leader qui est devant, qui a donné la direction et nous avons suivi. Ça a été difficile au départ, mais tout le monde comprend aujourd'hui que c'était à faire. Voilà. Alors, monsieur Expérience TB, vous êtes le porte-parole du parti MPL, parti qui se targue d'être quand même le parti
le plus jeune, en tout cas des jeunes au Bénin. Quelle lecture vous avez fait, vous faites plutôt de ce discours prononcé par le chef de l'État? Est-ce qu'il y a des points qui concernent la jeunesse, des points de satisfaction ou bien des points qui relèvent donc des défis encore à relever? Merci, cher ami. Et à l'entame, je voudrais d'abord féliciter toute l'équipe de BNews pour le travail qui se fait. Entreprendre dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, dans ce contexte aussi pernicieux, difficile, on sait ce que c'est. Et avec le travail que vous abattez, ce que je vois depuis peu, je voudrais marquer mon admiration, vous féliciter et vous dire courage et succès à vous. Merci. Pour revenir à la question du discours du chef de l'État, nous, au MPL, nous sommes restés sur notre soif parce que c'est la dernière intervention du chef de l'État avant la fin de son quinquennat et tout le monde sait les problèmes cruciaux qu'il y a eu autour de ce quinquennat. Surtout, la plus grosse tache noire, c'est l'organisation de ces législatives de 2019, d'avril 2019, qui a donné un parlement monocolore, un parlement à qui on a donné tous les noms là, qui c'est ce groupe qui soutient le chef de l'État, s'est vu être ceux qui décident, ceux qui ont légiféré pour faire toutes les lois qui vont continuer à régir le pays. C'est un peu compliqué. C'est dans ce contexte qu'on avance vers des élections présidentielles. Nous avons sollicité du chef de l'État qu'il appelle toute la classe politique, opposants et mouvances, que nous puissions nous asseoir, trouver des compromis, je vais dire des arrangements sur le faux, pour que nous puissions aborder les présidentielles à venir dans la sérénité, dans la quiétude. Il nous avait promis de le faire. Bon, jusque-là, c'est pas fait. On attendait que ces questions soient abordées autour de cette ultime intervention qu'il avait à faire au Parlement. Mais nous continuons d'espérer que le temps n'est pas encore parti et que cela se fera. En outre, il a été question également de la question du chômage endémique. C'est notre point crucial par rapport surtout à la jeunesse. Tout ce qu'on dit, c'est vrai, il y a eu de belles réalisations, c'est vrai, il y a eu de grands efforts dans divers domaines, mais il demeure que le pays est emploie en ce moment à un taux de chômage élevé, il a presque reconnu, et que rien de façon sensible, ostentatoire n'a été fait. Si dans ce discours, on nous annonce maintenant, en fin de quinquennat, que c'est maintenant qu'on va réorienter la formation et l'éducation vers les secteurs professionnels, je me dis, pendant les 5 ans, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Pourquoi ne pouvons-nous pas commencer par là? Les jeunes sont à la maison, croupissent dans la misère. On fait des formations supérieures et sont assis à la maison à la charge encore des parents. Ça ne va pas et ce n'est pas maintenant que je pense qu'il faut penser à commencer par... Vous pensez que nous ne tenons pas le bon bout sur cette question de la courbe du chômage, avec tout au moins les 800 000 et quelques emplois créés en moins de 5 ans, selon les chiffres de l'INSAE? Je ne vais pas rentrer dans la polémique des chiffres, mais je sais que vous le savez avec moi, que le chômage, chaque seconde, chaque jour qui passe, grossit plus qu'hier, parce que les écoles de formation sortent beaucoup plus de jeunes diplômés, alors que les emplois se réduisent. D'accord. Joël Ataï-Gadagbe, expert en gouvernance, vous avez suivi ce discours du chef de l'État. Satisfaction ou insatisfaction? Sur la forme, il est satisfaisant, il est bien construit. On aurait mauvaise grâce de décrier cela. Maintenant, forcément, ce sera l'affaire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Certains auraient voulu des chiffres, et moi-même par endroit, mais je reconnais que ça aurait déformé l'option prise par le chef de l'État ou ceux qui l'ont aidé à le rédiger. Nous sommes à l'heure du bilan, c'est le dernier discours sur l'état de la nation, et il est clair qu'il y a des réponses qui ne sont pas, ou des indications qui ne sont pas arrivées. Est-ce que également ce discours n'est pas arrivé comme un non-événement à cause de la proximité avec la tournée récente où le chef de l'État a eu l'occasion de se livrer, de nous informer parfois de certains points
qui nous ont instruits, qui nous ont édifiés sur la conduite des affaires de la nation. Le débat peut se poursuivre. Toujours est-il que nous abordons la dernière ligne droite et tout le monde a en vue la présidentielle du 11 avril. Et de ce point de vue, malgré les engagements du chef de l'État à ce que nous retrouvions sérénité et fête à l'occasion de cette consultation électorale, beaucoup resteront des saint Thomas jusqu'à ce que, comme le M. Tébé du MPL le demandait, il y ait davantage de précision sur la dernière marche qui nous conduira à franchir cet écueil des élections. Personnellement, je voudrais que les élections cessent d'être un moment de hantise, d'angoisse, de spéculation inutile. C'est un moment, c'est un passage obligé de la démocratie. Vous embrayez là justement sur ce sujet lié à la présidentielle de 2021. Je rappelle au passage que le premier tour est prévu pour le 11 avril prochain et qu'il y a seulement 48 heures ou 24 heures, la Sénat a publié les grandes dates liées à ce scrutin, à ce processus. Est-ce que vous avez, en analysant le contexte sociopolitique d'avant ce scrutin, avez-vous le sentiment que la hantise continue donc d'habiter non seulement la hantise, mais je crois qu'avec les règles nouvelles que la révision de la Constitution a induite, la révision du Code électoral, une concertation de bonne loi ne serait pas de trop pour s'entendre sérieusement sur la référence à la règle de droit, en cas sur ce qui doit pouvoir nous conduire en tant qu'État de droit, État de droit ayant l'ambition d'être réellement démocratique, ce qui peut nous conduire à avoir des élections où il y a la possibilité de l'alternance, une élection qui est vidée de son sens dès le début n'est pas intéressante. Le discours sur l'état de la nation devant la représentation nationale est intervenu, devant un Parlement fatalement amputé de la diversité. On ne va pas revenir sur 2019, mais ce sera toujours en toile de fond, malheureusement, comme une ombre portée. Il n'empêche, l'essentiel est que ce Parlement travaille toujours à se légitimer, travaille à ne pas poser, ou ait le souci de ne pas poser des actes définitifs qui cassent davantage la cohésion nationale que le chef de l'État a appelé de tous ses voeux. Et je crois que son volontarisme mérite d'être salué. Il faut qu'il soit accompagné. Et si on parle de discussion entre différentes forces politiques, encore faudrait-il que la notion de responsabilité soit de mise de part et d'autre, que les uns et les autres se sentent effectivement responsables de la conduite, du destin de la nation et apprennent à s'accepter comme partenaires adultes, majeurs, dignes de confiance, de quel bord qu'ils soient. Parce que si l'alternance n'est pas de mise, alors c'est le désespoir également pour certains. Donc il faut que nous trouvions le moyen d'intégrer les uns et les autres dans la détermination des principales orientations de notre pays. Et des débats vont s'imposer à nous. Sur la question de l'éducation, le chef de l'État a donné une indication très forte. Je constate effectivement que la réalité de la question du chômage, de l'employabilité des jeunes et autres, voire de l'adéquation formation-emploi, reste toujours posée, que nous n'avons pas trouvé toutes les réponses. Et donc, on attend davantage de ce côté. Qu'est-ce qui fait que nous restons contre-performants à certains niveaux? Et malgré cela, il faut pouvoir souligner la mise en place d'infrastructures fortes dans notre pays et souhaiter que les uns et les autres se soient appropriés la méthode ou la nécessité de renforcer cela pour le bien-être de nos populations. Je pense à l'eau, où d'importants efforts, d'importants progrès ont été faits au bénéfice de l'ensemble des Béninois. On ne le dit pas assez. Je pense à la question de l'électricité, dont nous sommes assez témoins tous les jours, voire à la question des routes. Mais nous avons des besoins vitaux autour desquels nous devons pouvoir nous mettre d'accord ou en cas comprendre, nous entendre sur la méthode qui permet de les implémenter. Alors, M. Moukaram Osseni, sur la question de la présidentielle, je propose que nous puissions faire de grands bonds en avant. Par rapport à la question de la présidentielle, il a dit que les présidentielles que nous allons avoir d'ici quelques mois
soit l'occasion, ce sera une fête, comme d'habitude. Mais il y a encore des sceptiques que vous en comptez par dizaines, non, dans le rang de l'opposition. Moi, je tiens à les rassurer que nous sommes régis par une loi électorale, évidemment, et une constitution également qui règle les conditions dans lesquelles on peut participer à cette élection. Les partis de l'opposition savent comment on peut positionner sa candidature par rapport à cette élection. Lancer un dialogue aujourd'hui à quelques mois, à 3 mois ou 4 mois des élections, je crois que c'est complètement utopique. On sait que ça ne sera pas accepté. Nous savons depuis des mois que la constitution a été modifiée et que la loi électorale a été prise pour cette élection présidentielle. On sait dans quelles conditions on pouvait postuler pour cette candidature. Les gens devaient se préparer leur projet de société, désigner leur candidat, commencer par travailler sur le terrain et attendre le délai, je crois, c'est en février que les gens doivent positionner leur candidature à la Sénat. Et travailler pour cela, je crois que c'est pas aujourd'hui que nous allons tergiverser. Mais les élections, ça aura lieu avec plusieurs candidats. Mais ce qui fait peur. La question qui relève aujourd'hui comme si... c'est le parrainage. C'est le parrainage. Alors, ça casse la tête partout dans le rang de l'opposition. On ne sait pas si on peut l'obtenir. Il y a certains qui ont pris la parole pour rassurer les uns et les autres qui souhaiteraient participer à cette élection. Comme quoi, le parrainage, c'est une obligation, je peux dire, républicaine, pour ce qui leur concerne. Et ils pourront donner ça à tous ceux qui viendront vers eux, disons, solliciter ce parrainage. Alors, vous êtes un acteur majeur du parti Bloc républicain. Donnez-vous l'assurance ici que, à l'interne, est-ce que cette discussion est assez ouverte pour accueillir les acteurs de l'opposition? Les potentiels candidats qui sont de l'opposition, que c'est à eux de se préparer. Mais je suis sûr qu'ils auront leur parrainage. Vous avez des conditions particulières à leur imposer? On a entendu un député dire tout à l'heure que il n'offrirait son parrainage qu'à un candidat dont le projet de société s'est séduit. Autour de 159. Et ces parrains ne vont pas orienter tout leur parrainage sur le candidat Patrice Talon. Parce qu'il sera candidat, et nous voulons qu'il soit candidat. Vous l'annoncez officiellement ici? Il sera candidat, et même s'il ne l'est pas, nous on va le contraindre à l'être. Parce que il ne peut pas avoir fait ce qu'il a fait en si peu de temps. On était capable de faire pendant des années, qu'on n'a pas pu faire, et tout ce qu'il a fait, tout le monde l'a vu. C'est même pas la peine de revenir sur le bilan. Tout le monde l'a vu, on va le contraindre à être candidat, parce que c'est extraordinaire ce que nous avons vécu en si peu de temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup étaient sceptiques. Beaucoup étaient sceptiques. Mais nous avons vu ce qui se fait. Regardez ce qui se fait au niveau des aménagements urbains. Nous, au niveau de LDC, notre rôle aujourd'hui, après tout ce qui a été réalisé dans toutes les grandes villes du Bénin, c'est d'aller dans le sens même de sensibiliser la population pour que tout cet effort, tous ces sacrifices que la population a accepté subir pour que nous ayons cette grande réalisation dans les villes et autres, qu'on puisse les préserver. Qu'on soit au moins de bons citoyens à ne pas foutre en l'air en peu de temps tous ces milliards qui ont été déversés dans nos grandes villes. J'ai envie de vous relancer sur une question, de donner la parole à M. Espérance TB. Vous dites que si Patrice Talon abdiquait, il ne voulait plus être candidat, que vous allez donc lui contraindre comme ça subtilement. Est-ce que vous qui avez été quand même maire d'une grande ville comme Porto-Novo, est-ce que la question de la candidature ne relève pas d'abord d'un choix personnel? Vous savez, un candidat aux élections présidentielles, c'est la personne, c'est un individu face à sa population. C'est un acte très fort, une ambition personnelle, mais qui est basée forcément sur un passé, sur un bilan peut-être, ou une ambition ou un projet de réaliser, d'amener la population en face de la personne, d'amener cette population-là à un épanouissement, à un bonheur qu'il projette. Et c'est effectivement un acte personnel. Mais cet acte personnel tient compte aussi de
son environnement, ce qui l'entoure, du contexte dans lequel il veut le faire. Et donc vous pensez qu'actuellement la pression est suffisamment forte pour que Patrice Talon abandonne peut-être son projet de mandat unique. Il voit aujourd'hui que cette pression est là, même s'il n'en avait pas envie, il va y aller parce que il faut ça pour déjà continuer cette dynamique qui est impulsée au niveau du Bénin en ce moment. On verra, la Constitution lui permet. La loi, toutes les lois lui permettent de postuler pour un deuxième mandat. D'accord. Expérience TB, est-ce que le parti MPL sera dans la course pour la présidentielle du 11 avril prochain? Vous savez, nous avons été les premiers, et après les législatives très controversées d'avril 2019, à penser après toutes les luttes qu'il fallait se conformer aux lois, se battre, surtout après le dialogue d'octobre qui a institué le parrainage. Se battre, aller au communal et obtenir ces parrainages-là pour éviter les situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avions pas pu. Mais nous étions également les premiers, dès que nous avons été écartés des communales, à entrer en discussion avec les élus. Et c'est pour ça que nous continuons de prôner aujourd'hui qu'il faille que le chef de l'État puisse réunir tout le monde pour apaiser les uns les autres. Et qu'ensemble, nous prenions, comme M. Guérégué l'a dit tout à l'heure, c'est très important qu'entre acteurs responsables, soucieux du développement de ce pays, de la paix, du progrès, qu'on puisse de façon responsable prendre des engagements plus solennels. Alors, est-ce que les discussions entamées avec ces élus potentiels parrains, est-ce que ces discussions ont évolué? Bien sûr. Votre candidat aura 16 parrains? Oui, théoriquement, oui. Mais on sait tout ce qui est en dessous, tout ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Dites-nous tout ici, monsieur Témé. Non, on ne pourra pas tout dire en ce moment-ci. Ils n'ont pas fait de chantage? Non, il n'y a pas de chantage. Ça, je peux vous l'avouer. Ça, je peux avouer. Il n'y a pas de chantage. Est-ce qu'il y a eu un coup d'achat du parrainage, par exemple? Mais nous savons que, et surtout quand on connaît le régime auquel nous avons affaire, qu'à tout moment, rien n'est acquis. Et que les choses... Le chef d'État lui-même dit, oui, il a répété à plusieurs reprises que lui, il est certain qu'il y aura plusieurs candidats et ces candidats auront leur parrainage. Malheureusement, sa profession de foi ne suffira pas pour convaincre le peuple, pour convaincre tous les acteurs. Alors, Espérance TB, est-ce que la coalition de l'opposition, cette coalition annoncée courant cette semaine, je pense bien, qui a accouché un communiqué, une déclaration avec des points de revendication, des questions préjudicielles, j'allais dire, est-ce que le mouvement populaire de libération est partie prenante à cette coalition? Je peux vous dire non parce que... Pourquoi? Non, parce que nous avons été approchés au départ et on ne s'est pas entendu sur tous les tenants et les aboutissants. Sur quoi exactement? Il y a eu un point d'achoppement? Oui, nous avons dit que nous avons suffisamment dénoncé tout ce qu'on a répété là. C'est ce que nous avons fait tout le temps. Et qu'il est inutile de se réunir encore pour dire on veut dénoncer. Allons sur des propositions concrètes. Soit nous sommes capables, lorsque on a le parrainage, nous avons tous dit ce que tout le monde a dit ce point de vue là-dessus. On n'en veut pas, mais voilà là où nous sommes. Aujourd'hui, il faut une contrainte. S'il n'y a pas une contrainte, pourquoi ils sauteront le parrainage? Vous n'avez plus espoir que le juge constitutionnel qui est appelé à statuer sur cette question le 7 janvier prochain, puisque la Cour l'a elle-même annoncé, vous n'avez plus aucun espoir que ce parrainage sera supprimé, comme le demandent les opposants? Même le dernier des Béninois connaît la réponse. Tous les Béninois le savent et il ne faut pas se le cacher. Et c'est pour ça que, conscient de ça, nous avons très tôt commencé par dire qu'il faut qu'on discute. C'est pour ça que nous avons demandé qu'il faut que le chef de l'État appelle tous les acteurs, toutes les composantes pour qu'on s'asseye et qu'on discute. Et moi, je suis persuadé que autour d'une discussion franche, ouverte, on trouvera des compromis pour éviter les situations difficiles. Parce que le chef de l'État lui-même, plus encore ses soutiens, ont intérêt à ce que cette question soit réglée, qu'un consensus soit trouvé pour aborder cette question. Parce que si les efforts dont ils se vantent, je veux parler de la mouvance, de tout ce qu'ils ont pu faire dans le sens du progrès, si on n'accompagne pas de la démocratie et si nous continuons d'être perçus dehors comme un État qui marque un recul démocratique, ce serait un effort vain. J'ai entendu dire tout à l'heure quelqu'un parler de la Chine, je regrette.
La Chine n'est pas un pays démocratique. Sur l'indice de démocratie, d'évaluation de la démocratie, la Chine est 130e là-bas, avec un indice inférieur à 3. On vous dira qui veut dire que c'est un pays autoritaire. On vous dira également que malgré ce classement, c'est un pays qui est développé. Oui, au Bénin, malheureusement, il s'est fait que depuis 90, nous nous sommes assis, toutes les composantes de la nation se sont rassemblées pour choisir l'option de se développer dans la démocratie, d'associer tout le monde à la gestion publique. Même si on doit changer, si on doit devenir un pays à caractère dictatorial pour avancer, on ira se rasseoir encore et choisir cette option. Très bien. Nous allons sortir de cette émission, de ce panel avec les 5 minutes qui nous restent à partager ensemble en évoquant la question de la réouverture des frontières. Je commence d'abord par vous, M. Moukara Mousseni, puisque vous êtes de Porto-Novo, ville frontalière au Nigeria. Alors, que tire aujourd'hui la population de votre ville, de cette réouverture? Est-ce qu'on a des signes d'espoir et d'espérance? D'abord, je vais féliciter les deux chefs d'État pour cette nouvelle que nous avons eue il y a une semaine. C'est depuis août 2019 que la frontière a été fermée. Je peux vous dire que ça a créé beaucoup de dégâts dans les deux pays. Je peux dire que le Nigeria a subi plus de dégâts que le Bénin. Vous avez vu les émeutes qu'il y a eu récemment au niveau de l'État de Lagos et dans beaucoup d'États au niveau du Nigeria. C'est dû à la frontière, aux frontières qui sont fermées, aux différentes frontières qui sont fermées. Parce que ça a flambé les prix surtout ce grand pays de l'Est. Et tous les denrées étaient devenus très chers, trop chers même. Et il n'y en a même pas. Parce que beaucoup de choses passaient par le Bénin. Et ce n'est pas forcément des importations béninoises, telles que l'État nigérian l'avait condamné cela. Toute la production ouest-africaine qui part du Sénégal, Côte d'Ivoire et autres, Ghana surtout, passe par notre territoire pour atterrir au niveau du Nigeria. Et tous ces denrées aujourd'hui n'ont pas pu passer pendant des mois. C'est ça qui a fait tous ces problèmes. Moi, je suis très heureux. C'est une très bonne nouvelle. Et nous l'avons eu pratiquement en fin d'année. Je souhaiterais que chaque État se mobilise pour remettre à niveau tout ce qu'il faut pour que effectivement, parce que lorsqu'ils ont annoncé l'ouverture des frontières, les passages, c'est-à-dire les personnes, aujourd'hui, les personnes traversent la frontière du Nigeria de part et d'autre des deux frontières sans aucun problème. Mais au niveau des marchandises, ce n'est pas encore effectif. Si vous allez dans toutes les frontières, les gens attendent des instructions venant de Abuja pour que les marchandises transitent désormais. Bien sûr, les camions ont commencé par stationner à la frontière. Et je crois que ça va être effectif d'ici là. D'accord. Ce que je peux noter, c'est la dignité avec laquelle le Bénin a vécu cette fermeture. On aurait pu aller s'aplatir pour faire salam aleikum et demander pardon pour qu'on ouvre la frontière. Il y a eu des négociations d'État à État. La diplomatie s'est mise en branle. Ils n'ont pas communiqué énormément là-dessus, mais les gens ont négocié d'État à État, État responsable, État qui a ses réalités, avec un autre État voisin qui a décidé unilatéralement de fermer ses frontières. Mais il y a eu des négociations, il y a eu des points qu'ils ont listés et qu'on devait régler, des problèmes qu'on devait régler de part et d'autre, des deux frontières. Ça a été fait de part et d'autre et ils ont conclu que c'est bon maintenant, on peut passer. On peut reprendre donc. Ce qui a été fait, je remercie. L'activité commerciale est relancée. Alors, Joël Atay-Gadegbe, ça c'est également votre conclusion sur ce panel, sur cette question de frontières. Le Nigeria qui s'est calfeutré unilatéralement, maintenant on rouvre. Qu'est-ce que vous en dites? Non, il faut s'en féliciter, qui n'est pas impatient de renouer avec le Nigeria. Et le Bénin a été payé en monnaie de singe parce que quand on parlait de la zone de libre-échange économique, le Bénin a fait l'effort qu'il faut saluer d'être attentif à la politique économique du Nigeria. Le Bénin aurait pu adhérer directement à ce traité-là. Et pendant que le Nigeria se décidait, le Bénin lui a emboîté le pas et s'est retrouvé avec cette décision en pleine figure. Je souhaite simplement que nous tirions leçon également
de certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Le Nigeria a rappelé certaines de ses exigences. Comment est-ce que nous y répondons? Comment est-ce que nous allons nous organiser pour qu'on ne nous oppose plus cela? Nous avons fait preuve de beaucoup de résilience, le chef de l'État l'a souvent dit, et de dignité, comme M. Moukaram Osseni l'a rappelé. Et nous pouvons continuer sur cette trajectoire et être un pays plus respectable, et si petit soit-il. Et nous avons des atouts à faire valoir. Il s'agit pour nous de nous organiser pour savoir quel est le contenu que nous voulons désormais donner à nos relations avec le Nigeria, dont la politique économique s'imposera à nous à tout moment. À nous de prendre la mesure d'un point de vue géostratégique de cette réalité, de cette donne-là, et de déterminer nos intérêts pour la sauvegarde de notre pays. Très bien. Et alors l'intégration sous-régionale. Dans la préparation de cette émission, Joël Atteh-Gadegbe, vous étiez en train donc de me confier que vous auriez souhaité placer tout au moins un mot sur la crise sanitaire liée donc à la COVID-19. Comme c'est votre dernier tour de parole, je vous offre 1 minute comme bonus pour en parler. Non, c'est une crise qui met à rude épreuve la libre circulation des personnes. Beaucoup a été dit sur les mesures barrières à prendre ou pas. Nous nous félicitons de n'avoir pas un bilan catastrophique. On a relevé par exemple que l'Afrique du Sud est en train d'avoir un second pic. Et l'explication serait également que le système sanitaire sud-africain est d'un tel niveau de performance que cela permet de détecter cela. Alors ne nous félicitons pas trop vite d'avoir peu de cas, mais côté frontières terrestres, que devient la libre circulation des personnes? Le Bénin, officiellement, n'a pas fermé ses frontières, mais ce qui se passe au niveau des frontières terrestres est odieux, mérite d'être dénoncé. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour qu'on cesse d'exploiter les pauvres qui ont besoin de venir et davantage auront besoin d'aller vers le Nigeria. Faudra-t-il qu'ils soient soumis aux fourches codines des policiers ou en cas des trafiquants tout genre au nom de la fermeture des frontières? Et au-delà des frontières terrestres, ce qui se passe au niveau de l'aéroport de Cotonou également mérite d'être clarifié, mérite d'être davantage rationalisé pour le développement du tourisme dans notre pays, pour la bonne image de notre pays, pour que nos concitoyens qui reviennent de l'étranger, après tant d'efforts, de sacrifices, n'aient pas le sentiment qu'on leur estorque de l'argent par tous les moyens. Aujourd'hui, il y a des tests Covid qui sont faits à l'aéroport de Cotonou. Nous savons qu'ils sont chers, qu'ils sont onéreux, mais qu'il faut payer, qu'il faut supporter ces coûts-là d'une manière ou d'une autre. Le principe n'est pas discutable, mais que le service soit de qualité pour la réputation de l'aéroport de Cotonou, pour la destination Bénin au niveau tourisme que nous voulons développer. Il me semble qu'une reprise en main s'impose au niveau de nos frontières, tant aériennes que terrestres. Monsieur Expérience TB, la conclusion sur la question des frontières, on va finir rapidement. Sur la question des frontières, je voudrais une fois encore féliciter le peuple béninois pour sa résilience. Ce qui s'est passé à ce niveau est très dommageable et monstrueux pour nous. Vous savez, dans un pays où ce que le chômage est, ce que l'économie du pays est, nous tous nous savons que du jour au lendemain qu'on ferme brutalement cette frontière, l'évaluation qui est faite et moi je pense qu'elle est vraiment sous-estimée. Les populations béninoises ont souffert plus que ça de cette fermeture. Le long du corridor, des familles entières, des entreprises ne vivent que de ces échanges. Tout ça est tombé. Donc nous ne pouvons que remercier les uns les autres, tous ceux qui ont contribué à la normalisation de la situation. Aussi, cette situation a le mérite de montrer la faiblesse du cadre institutionnel que nous avons de discussion avec les pays voisins. Il y a une commission mixte bénino-nigériane, même sur les frontières, qui travaille permanemment. On n'a pas vu venir, un lendemain matin, brutalement, on est venu à ce niveau. Donc il faudrait que, à l'avenir, les gouvernants soient plus proactifs, voient venir et qu'on prenne des dispositions pour ne pas recevoir à pleine figure des situations du genre. Merci à vous, Expérience TB. Vous êtes le SG et porte-parole du parti, un mouvement populaire de libération, parti, je le rappelle,
qui s'inscrit résolument dans l'opposition à la gouvernance Talon. Merci à vous, Monsieur Moukaram Osseni, ancien maire de la ville de Porto-Novo, membre à part entière du parti Bloc républicain et surtout membre également de l'association La Dynamique Continue. Et puis enfin, merci à vous, je vous taquine, cher Homo, Joël Ataï Guédagbe, expert en gouvernance. Vous êtes également le président de l'association Nouvelle Éthique. C'est la fin de ce panel, pour ne pas dire cette émission consacrée donc au duel du Nouvel An. On se retrouve très prochainement. Envie de fraîcheur? Recherchez-vous des climatiseurs de qualité à basse consommation d'énergie électrique? La solution, c'est Airfroid Technologies. Airfroid, ce sont des climatiseurs écologiques, silencieux et surtout très économiques. Nous disposons aussi de la marque Galanz. Découvrez la toute nouvelle technologie, les climatiseurs inverteurs. Une technologie exceptionnellement élaborée pour les zones de forte baisse de tension. Ils sont aussi élégants que silencieux. Vous ne serez que séduit par la qualité de leur fraîcheur et surtout leur très faible consommation électrique. Une technologie entièrement tropicalisée, pièces de rechange disponibles. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres du commissariat central en allant vers l'église Saint-Jean. Contacte 61 17 63 77. Notez bien des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique.